Cette émission n'aurait pas pu être faite sans la participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chevon, El Pouillou, Stéphane, Warloff et Cobal. Vous êtes dans nos cœurs et nous vous applaudissons à 20h tous les soirs. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui est à la rage qu'il ne l'a jamais été autant et en confinement. Coucou les gens, bienvenue dans cette émission spéciale, une émission 999, une émission post-apocalyptique, même si l'apocalypse n'est pas encore passé. Nous sommes en plein confinement, nous tentons un challenge technique assez exceptionnel, où nous entendons les doigts de Thio qui tapent sur son clavier. Quelque chose d'assez terrible. Salut Thio. Salut. Alors Ouais. je t'avoue que depuis que tu as commencé l'émission, je sais pas, on a une sorte de ralentissement au niveau du débit parce que c'est plus lent. Ah ouais, pourtant je suis en fibre de la mort. Ah, c'est peut-être mes parents qui ont commencé à regarder Netflix à côté, tu vois. Eh, Ah bah c'est oui, parce que là peut-être ça a ralenti, ouais. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, une émission spéciale post-apocalyptique où Tizak nous rejoindra peut-être, mais c'est pas évident car il est confiné dans un endroit un peu plus petit que nos maisons à nous, Thio, hein, de petits bourgeois, hein, on peut le dire. Mais c'est ça. Bon, excuse-moi, monsieur Schlacklin. Hein, oui, oui, moi je suis un châtelain, toi t'es un petit bourgeois. Je veux dire, à un moment donné, chacun a sa place. Et nous Tout à sommes fait. dit que ce serait le moment de faire quelque chose. On se sentait pas de faire une émission normale. Voilà, même si on en a une de prête, hein, on a été absent un moment pour diverses raisons de santé en ce qui me concerne, mais ça va mieux. Et donc, je me suis dit, L'émission est prête, hein, le conducteur est fait, il y a tout qui est prêt, on est recta au carré. Hein. voilà, ce sera pas la 200, ce sera la 201, mais on est prêt. Peut-être qu'on fera la 200 avant la 201 pour le coup. Ouh, c'est possible. Quasiment. Bref. S'il nous laisse sortir. Je me sentais pas de faire une émission, on n'aurait pas forcément tout le monde autour de la table, et je me suis dit que le jour où on fait une vraie émission normale, il faut qu'on ait tout le monde autour de la table et à boire. C'est important d'avoir à boire autour de la table. Toujours. Donc aujourd'hui nous partons sur une émission spéciale post-apocalyptique, car l'apocalypse est pour bientôt, nous ne savons pas comment nous allons ressortir de cette crise, je pense que nous en sortirons mieux que dans la plupart des BD dont nous allons parler. Parce que bizarrement, en bande dessinée, quand on fait du post-apo, c'est pour nous parler d'une situation où le monde, il a vraiment morflé et où l'espoir est très loin. Il n'y a pas beaucoup d'espoir en général. Sur ce, on va essayer d'organiser ça de façon un peu carrée. Alors nous, on s'est fait un petit classement entre manga, comics et bande dessinée, mais vous savez que moi, je n'aime pas trop ces classements. Je me suis dit qu'on pourrait, et là je le dis à l'arrache, parce que Thio découvre ce classement que je vais faire, parler des BD en fonction de où elles se situent chronologiquement par rapport à l'apocalypse. C'est-à-dire, commencer par parler des BD qui commencent avant l'apocalypse, et pendant laquelle l'apocalypse se passe, et qui continuent en post-apocalypse, et des BD qui se passent après l'apocalypse, et parfois des milliers d'années après l'apocalypse. Donc, est-ce que tu valides cette idée improvisée à l'arrache, Thio ? Franchement, easy quoi, facile. Ouais, hein, c'est facile. Et donc, je pense qu'il serait temps de commencer par parler de bandes dessinées qui ont démarré avant l'apocalypse. Quand tu lis la bande dessinée, au début, le monde, peut-être pas le monde tel qu'on le connaît, mais en tout cas, l'apocalypse n'est pas encore arrivé et ça va arriver en cours de route. Moi, je pense à Alors je une en dirais, particulier. Tu penses à laquelle un manga. Ouais, je pense à un manga en particulier. 20th Century Boys. Oui, il y a 20th Century Boys, tout à fait. 20th Century Boys, alors, est une BD un peu particulière parce qu'elle va suivre plusieurs lignes temporelles en parallèle. On commence par suivre l'histoire d'un gars qui travaille dans un petit combini, c'est les petits supermarchés japonais, et qui a une vie un peu pourrie, une histoire avec une ex, enfin, il fait comme il peut, et un jour... Kenji. Voilà. Et un jour, il se rend compte qu'il y a un ancien élève de sa classe qui a monté une sorte de secte et qu'un de ses potes est mort suite au contact avec ça. Il mène son enquête et il voit qu'il y a cette secte, la secte d'amis, qui est en train de se développer petit à petit. Et en parallèle de cette histoire-là, ils essaient de savoir
lequel de ses amis, de ses anciens amis est devenu ami, le chef de la secte, et on a des flashbacks sur toute leur vie dans le passé, à l'époque de l'exposition universelle de Tokyo dans les années 60, si je me souviens bien. Que je l'ai dit, c'est l'émission à l'arrache, hein. On va beaucoup parler souvenirs, je pense, sans avoir forcément les BD sous les yeux. Donc c'est une bande dessinée de Naoki Urasawa, un auteur japonais qu'on aime beaucoup, qui a un style très réaliste, va très très peu dans le côté parodique, qui fait partie de ces rares dessinateurs japonais où on arrive facilement à savoir quand on a un asiatique en face ou un européen. Et en cours de BD, on va d'un coup, ça arrive pas tout de suite, on spoil un petit peu méchamment quand même, avoir un flash forward où on se retrouve des années après où la secte d'amis a réussi à gagner entre guillemets et on est en post-apo. Et on voit la situation de ces personnages qui vont essayer de s'en sortir, qui sont devenus un peu des rebelles, voire des héros, alors que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient, et qui essayent de retrouver comment faire changer les choses et se débarrasser de cette secte qui a provoqué une situation apocalyptique dans le monde. Ça va, tu penses que j'ai pas trop mal résumé, Thio ? Non, ça c'est bien résumé, je trouve. Voilà. Moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée sur le long terme. Alors, notre fameux Matt Manga aime pas trop Urasawa parce qu'il trouve que il fait un peu trop traîner les choses en longueur. C'est vrai qu'elle traîne en longueur, mais ce fait de jouer entre les différentes lignes temporelles et d'un coup nous faire ressortir un petit flashback sur un petit détail à la con qui prend plein d'importance derrière, d'un coup nous faire arriver dans un futur auquel on s'attendait pas forcément au départ, font que on se fait prendre très facilement dans l'histoire et dans le suspense autour de 20th Century Boy, et que c'est une série vraiment que j'ai beaucoup appréciée. Et il y a une très belle édition de luxe qui est sortie, c'est pas celle que j'ai, parce que j'évite de racheter les BD que j'ai déjà, mais qui vaut le coup, je pense, de se plonger dedans. Quelque chose à rajouter, Thio ? Non, après c'est une série quand même qui dure en longueur et qui demande un vrai investissement, on va dire, de temps. Oui, surtout qu'en termes de compréhension, il y a beaucoup d'infos à encaisser pour suivre. C'est ça. Et puis surtout, c'est qu'il faut quand même avoir une lecture qui soit assez suivie pour se rappeler, on va dire, tous les détails et les différents personnages et les informations qu'amène chacun. Voilà. Jusqu'à avoir le dénouement final et savoir qui a fait quoi et pourquoi. Bref, franchement, voilà. Puis c'est une série sur l'enfance, sur son rapport à grandir, enfin un sujet qui revient beaucoup chez Urasawa, et qui est très très bien traité dans tout ça. Une autre série qui commence avant l'apocalypse, en manga en tout cas, dans mon souvenir, ça va être Akira. Parce que oui, il y a eu un cataclysme, mais les choses sont revenues, on va dire, les choses sont revenues à une forme de normale. Ouais, c'est Neo Tokyo quand même, parce que Tokyo a déjà disparu. En gros, Akira, on apprend que ça se passe dans le futur, en 97, un truc dans le genre. C'est ça, je crois. Ouais, c'est le futur du passé. Ouais, non, mais c'est pas 97, c'est les années 2000. Non, je crois que c'est 2019. Je crois que Akira se passe en 2019, dans le futur. Bref, on va suivre. En gros, Tokyo a été rasé suite à un cataclysme, une explosion. Ça a été reconstruit sur de nouvelles bases. Donc, on commence la série. Pour moi, on n'est plus vraiment dans du post-apo. C'est-à-dire que, oui, il y a eu quelque chose, mais c'était très localisé. Et on voit que la situation s'est redressée entre-temps. Et on va suivre une bande de jeunes motards qui font les cons, jusqu'à ce que, alors qu'ils faisaient les cons à se battre contre un autre gang, croisent une sorte de personnage étrange, un enfant mais avec des rides comme un vieux, qui semble avoir des pouvoirs. Et l'un des jeunes motards, qui s'appelle Tetsuo, va lui aussi commencer à développer ces pouvoirs-là, et son ami d'enfance, qui s'appelle Keneda, lui va essayer d'empêcher Tetsuo de partir en vrille. Et là, et c'est là qu'on spoil encore, on aime bien spoiler, le jeune Akira, qui était à l'origine du premier cataclysme, va recréer un deuxième cataclysme, et on va voir toute une partie de la saga qui se passe sur les ruines de Neo Tokyo. Mais vraiment sur les ruines, où
on retrouve ce côté très très Mad Max en fait, avec des gangs, avec des codes vestimentaires très exagérés, des guerres pour choper des ressources, des jeux de pouvoir très locaux, très localisés, et vraiment voilà. Là, on est vraiment dans le côté apocalyptique, post-apo quoi, où on voit les personnages qui vivent sur les cendres de ce monde. Euh, et franchement, ouais, c'est une série qui reste un classique, qui reste magistral et que je ne peux que recommander. Pareil, il y a une très très belle nouvelle édition qui vient de sortir en 6 volumes et qui vaut le coup. Tio, Akira. Après, je serais pas d'accord sur le fait que ce soit avant, mais bon, là, ce serait on va dire, pinaillant. Ouais, Moi, ça a été quand même surtout ma première découverte, on va dire, de la BD japonaise. ouais. Alors, même ce qui était drôle, c'est que du coup, j'ai quand même vu d'abord l'animé sur Canal+, pour ensuite me Bah, tourner qui vers s'arrête avant le côté la version. apocalyptique. Qui s'arrête avant le côté apocalyptique d'ailleurs. L'animé. Quoi? L'animé s'arrête juste avant le côté apocalyptique. Tu as eu la grosse Ouais, explosion. juste quand Bah, Tetsuo pète un peu les plombs, quoi. voilà, mais ça va pas beaucoup plus loin que le reste de l'histoire. Ah oui, ça s'arrête au tome, je crois que c'est le tome 1 ou tome 2 d'ailleurs du manga. Mhm. Ouais, ouais. Oui, oui, du manga en gros volume, ouais, c'est à la fin du tome 2, je crois que ça s'arrête, c'est ça. Thio? Oui, moi, après, voilà, Euh, j'aurais pas trop de choses à rajouter sur Akira. oui, Après, tu voudrais aller sur quoi alors? bah, là, on commence à avancer vers le début de la crise. Je vais quand même parler de quelque chose. Alors là, c'est encore un peu biaisé hein, sur quelque chose qui, on va dire, aurait commencé avant l'apocalypse. Je vais continuer à parler. Je suis désolé. Tu auras la parole plus tard. Parce que je vais Ça parler de dépend quelque en chose. fait, parce que suivant ce que tu vas dire, parce que je vais dire non, mais attends, Bah, je vais celui-là, parler de quelque chose que tu ne connais pas. c'était Je, avant. je vais parler d'Age of Apocalypse. Alors, donc là, on est parti sur une saga chez Marvel, donc un gros crossover, un gros événement. On pourrait dire un des premiers events, c'est-à-dire événement qui va toucher toutes les séries, chacune de leur côté, sans qu'on ait besoin. C'est-à-dire que les premiers crossovers de chez Marvel, fallait en gros lire la série X-Men, puis la série X-Factor avait la suite, puis ainsi de suite. Là, on avait vraiment un event qui faisait que on avait des mini-séries qui se passait dans l'âge d'Apocalypse. Le pitch de l'âge d'Apocalypse, c'est que Charles Xavier, le mentor des X-Men, a eu un fils avec Moira McTaggart, euh, qui, euh, qui est donc une chercheuse les phénomènes mutants, qui est totalement schizo. Et chacune de ses personnalités, il en a des centaines, est un pouvoir différent. Et un jour, Légion, donc c'est le nom que. Alors j'ai oublié son nom vraiment à l'enfant, mais c'est son nom de super vilain, on va dire, parce que c'est un super vilain quand même, pense que tous ses malheurs viennent de son père et décide d'aller dans le passé et de tuer Charles Xavier avant qu'il fonde les X-Men. Et à partir de là, pendant, je crois que ça a duré 4 mois aux États-Unis, toutes les séries X-Men toutes les séries Marvel, je crois même, se sont arrêtées. Et il y a eu des mini-séries qui nous montraient comment le monde avait évolué, parce que sans l'influence de Charles Xavier, Apocalypse, qui est censé être un des premiers mutants, qui est né à l'époque des pharaons, est revenu sur Terre et a permis de donner le contrôle du monde aux mutants. Et on se retrouve avec un univers totalement changé, où au moins un des faits qui m'avait un peu marqué, c'était par exemple que Wolverine était borgne et Cyclope était manchot. Non, c'est l'inverse, pardon. Cyclope était borgne et Wolverine était manchot. Parce qu'en gros, il y avait un coup de griffe qui s'était retrouvé dans l'œil de Cyclope et que, voilà. Et que Wolverine n'avait pas réussi à régénérer son bras. Et donc, il s'est amusé à réécrire tous les personnages. Et c'était, en plus, d'un point de vue artistique, je trouve quelque chose d'innovant et de vraiment original. Déjà, c'est là qu'on a commencé à avoir tout le passage d'un bond à la couleur informatique.
C'est-à-dire d'un coup avec des effets colorés, mais qui feraient mal aux yeux maintenant, parce que autant dire que quand ils ont commencé à pouvoir faire des effets informatiques au niveau de la colorisation, ils s'en sont donné à cœur joie, les coloristes. Notamment avec, il me semble, un des studios de Steve Olive, qui était d'ailleurs on va y revenir, c'était Steve Olive, c'était le coloriste d'Akira, parce que pour sortir Akira aux États-Unis, il avait colorisé, parce que sinon, ça aurait pas pu se vendre. Euh, et puis aussi une arrivée de jeunes auteurs à l'époque euh, qui avaient des influences vraiment multiples. Moi, c'est un peu ce que j'appelle la World Generation de la bande dessinée. C'est-à-dire que c'était des auteurs qui avaient des influences aussi bien de la bande dessinée européenne que de la bande dessinée asiatique, que de la bande dessinée américaine et qui mélangeaient tout ça. Et donc c'est là qu'on a eu vraiment les grosses apparitions de quelqu'un comme Humberto Ramos, qui a commencé à avoir du succès, qu'on a eu... ah putain, ça y est, j'ai un trou de mémoire sur un nom de dessinateur que j'adore, qui est à l'origine des jeux vidéo Darksiders. Ah, ce trou de mémoire. Bref, un dessinateur que j'adore, quoi qu'il en soit, et qui avait des styles graphiques vraiment très dynamiques. Madureira. Madureira, c'est ça, merci. Merci beaucoup. C'est toi qui as trouvé un nom, c'est rare ça. Le confinement te fait Oui, des oui, parce choses. que j'ai Internet qui m'a aidé, hein. Ah, d'accord. Et bref, des styles graphiques qui étaient un peu originaux, et puis surtout des mini-séries où ils recréent un univers de zéro sans avoir cette contrainte qu'ont les comics en général de dire il faut qu'on soit contemporain mais que les choses avancent moins vite que dans le vrai monde. Voilà. Donc ils ont réussi à résoudre cet apocalypse par des histoires de voyage dans le temps parce que c'est pas le premier univers parallèle de chez les X-Men qui existent, hein, il y en a eu des tonnes. Mais c'était vraiment une grosse réussite créative, j'avais adoré ça, je regrette presque de ne pas les avoir, même s'il me semble qu'il y a des recueils qui ont été créés entre temps. Je les avais lus, c'était mon frère qui les achetait à l'époque, et vraiment c'était très 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 bien. Voilà, Edge of Apocalypse, une grosse saga chez Marvel. On va peut-être partir maintenant sur, on va dire, des apocalypses plus récentes. C'est-à-dire qu'en gros, le début de la BD colle à peu près avec le début de l'apocalypse. Est-ce que tu as une idée en tête que tu pourrais bien coller? J'ai du Alors moi, comic. j'ai quand même peut-être commencer par Green Class. Comme ça, Ah du coup, on bah, est presque dans de la nouveauté. ouais, surtout que je l'ai pas lu encore, donc vas-y. Alors, Green Class, en fait, c'est une bande dessinée avec Jérôme Hamon au scénario et David Taco au dessin. En fait, on va suivre l'histoire d'ados, on va dire, qui sont partis en vacances en voyage de fin d'année avec leurs profs, étudier la forêt en Louisiane. Voilà, c'est une bande de petits Canadiens qui sont tous placés en foyer, chacun a une vie un peu compliquée, et ils se retrouvent donc dans la forêt en Louisiane, sauf que forcément, ça va partir en quenotte, et Et des choses étranges vont commencer à se passer, les gens se transforment, et ils vont se retrouver, on va dire, dans une sorte de zone de quarantaine, autour de la Louisiane, où en fait les États-Unis ont dressé un mur, et les gens se transforment en une sorte de... Un peu comme des Ents dans le Seigneur des Anneaux. d'accord, ouais, c'est une sorte de zombification végétale. Voilà, une sorte de zombification végétale qui fait que bah, du coup, ils se transforment peu à peu et après, ils deviennent violents ou pas. Parce que certains ont des modifications, mais restent, on va dire, entre guillemets, juste un peu différents, mais ils continuent à se nourrir, ils continuent à se balader au milieu d'autres gens, enfin, ça pose pas trop de soucis. Ouais, Mais forcément, un des membres du groupe va être contaminé par le virus et il va commencer à se transformer. d'accord, Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est vraiment dans le début du phénomène d'apocalypse, parce que visiblement, la contagion est généralisée, elle n'est pas qu'en Louisiane, c'est ce qu'on apprendra un petit peu après. Et du coup, ben, nos adolescents, eux, essayent de s'en sortir, on va dire, dans cette nature et de rentrer tant bien que mal aussi au Canada. d'accord. Il y a combien de tomes pour le C'est moment? assez, ça fait un peu penser à Gungo, Ouais. Ouais, effectivement, qu'on avait déjà chroniqué. graphiquement, il y a un petit côté, C'est assez classe, il y a un petit côté Gungo, effectivement. les gamins sont de cheveux particulières ou une tenue, donc du coup, comme ils sont en mode post-apo, ben, ils se changent pas, hein, c'est comme dans Walking Dead, hein. Ouais, Ils portent les mêmes fringues depuis 3 ans.
Et ouais, non, franchement, c'est très sympathique. Alors, du coup, il y a déjà 2 tomes qui sont sortis. Ouais. On aurait dû vous les chroniquer, mais pour l'instant, on ne les a pas fait. Bah, je crois qu'on va pouvoir parler d'une autre série qu'on aurait dû chroniquer alors. On l'a pas mis dans notre conducteur, hein. Ah, Ouais, mais les dominants. ah ouais, aussi, c'est vrai. Et Ah, oui, mais là, le dominant, sur la ligne temporelle, on est après, du coup. ouais, quelques années après. Donc on y reviendra un peu plus Quelques tard. années après. Donc là, on n'est pas encore. Hmm. Série qui commence aussi au début, tout début de l'Apocalypse, c'est Y le dernier homme. Et Y le dernier homme, je vais te laisser en parler, tiens, comme ça on parle un peu tous les deux. Pour le moment, j'ai beaucoup parlé jusqu'ici. Euh, Alors, Y, le dernier homme. ouais, hein, ça y est, Alors, t'as donc, oublié le déjà? pitch, c'est que d'un coup, sans crier gare, on va dire, tous les hommes disparaissent. Tous ceux qui ont le chromosome Y, en fait, disparaissent. Et il va juste survivre un jeune Américain qui s'appelle Yorick et son capucin qui s'appelle Esperluette. Petit capucin. Oui. Voilà. Et en fait, Yorick, qui est donc le dernier homme sur Terre, dans le nom du titre, hein, va essayer de retrouver donc sa copine qui était en Australie. Ça fait une sacrée route. Et ça fait une sacrée route parce que je crois qu'il était du style à San Francisco ou à Los Angeles, je ne sais plus. Ah, même pas, parce que je crois qu'il passe un moment par Capitole. Oui, côté de Washington ou je sais plus quoi. Enfin bon, il fait une Donc sacrée il est route. plutôt du côté est, ouais. Donc, euh, oui, parce que d'abord il sera à Washington parce que sa mère, elle était en gouvernement, je crois. Oui, c'est ça. C'était une des sénatrices, je crois. Voilà. Mais bon, C'est bref, ça. on voit surtout que, en tant que dernier homme, il est très recherché par les scientifiques qui veulent, Courtisé. ouais, par les scientifiques qui veulent savoir pourquoi il est le dernier, par les femmes qui pensent que c'est normal et qu'il est une erreur et que donc il faudrait l'éliminer. Et puis les femmes qui disent qu'il est aussi leur seule chance de pouvoir avoir un enfant et qu'il faudrait donc le violer. Voilà. Et lui, il tente de se faire un peu discret, quoi, au milieu de tout ça, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa copine, parce qu'ils ont été coupés au milieu de la conversation, alors que quand les communications ont été coupées, sachant que c'est quand même, en début de BD en tout cas, un petit loser. Hein. Gentil, hein, Ouais. mais un gentil loser qui bien sûr va évoluer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas évoluer en devenant le super bourrin qui résiste à l'apocalypse, qui sait utiliser une arme, etc. Mais il va évoluer dans sa personnalité. Et je trouve que c'est le truc fort de cette BD-là, c'est que dans beaucoup de scénars post-apo, les personnages évoluent en devenant plus balèzes, plus influents, plus... euh, ils vont grandir par rapport à l'impact qu'ils vont avoir sur les autres. Alors que dans Y, le dernier Après, homme, c'est Yorick un grandit petit peu, je en lui-même. pense, qui est ce qu'amène Brian Cavogan souvent sur ses scénarios, quoi. Oui, c'est que oui, c'est très humain et c'est les personnages qui changent et qui évoluent en eux-mêmes sans forcément reposer sur les autres. C'est une excellente série qui a un projet d'adaptation en série d'ailleurs qui traîne depuis très longtemps. Je sais pas si ça arrivera, mais ça pourrait être un beau projet à ce niveau-là. Euh, on va continuer un petit peu avec. Alors attends, ça je vais le mettre dans les faux amis. Quelque chose un peu jeune au niveau du début de l'apocalypse. On reste dans de la BD américaine avec The Walking Dead. On est quelques mois après le début Ouais. de l'apocalypse. Hein. On est On est... quelques mois. Cross and Dead, on est un an après, à peu près. The Walking Dead, non, quand ça commence, c'est quelques mois. Oui, non, c'est Euh, ça. Non, je pense, ouais, c'est celui qui est le plus proche. ouais, il était En gros, l'histoire, c'est que un flic américain alors qu'il règle un petit problème, on va dire, de quartier, se fait blesser, tombe dans le coma et va à l'hôpital. Il se réveille quelques mois plus tard, dans l'hôpital seul, sans savoir ce qui se passe, et découvre qu'en fait, il y a eu une apocalypse zombie et qu'il y a des zombies de partout. Voilà. Et donc, ce flic, Rick, va essayer, dans un premier temps, de retrouver sa famille, sa femme et son fils,
euh, et avec eux de reconstruire la civilisation euh, en allant d'essai en erreur, en échec, en recommencement, de plus en plus, faire des choix parfois difficiles euh, parce que on est dans une situation vraiment extrême. Euh, et à côté de ça, petit à petit, avoir une société qui est de plus en plus proche de la nôtre. La série est bientôt finie. On n'a pas encore lu le dernier tome qui venait de sortir au début du confinement. Et comme les librairies, n'en déplaise à certains, ne sont peut-être pas quelque chose de si essentiel que ça, car je pense que les gens qui lisent ont de quoi relire chez eux et que les autres, ils s'en foutent. Euh, je résume bien, hein, tu vois, je sais pas si... Moi, je suis bien résumé, mais c'est vrai que ça aurait été pratique. Oui, c'est vrai. Moi, ça va, j'ai pas trop le temps de le lire non plus en ce moment. J'ai commencé The Witcher 3, ça rend les choses difficiles. Bref, voilà. Une bonne série avec des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a une sorte euh, de schéma qui se met en place assez rapidement. Ils trouvent une communauté, ils s'intègrent dedans, ils se rendent compte qu'il y a un problème, il y a un humain qui foire, parce que dans The Walking Dead, c'est souvent l'humain qui foire. Le zombie est juste là pour mettre un climat de tension autour des personnages. Euh, et puis, il retrouve une autre société dans laquelle il va s'incruster, et ainsi de suite. Et là, la série s'est achevée de façon très surprise aux États-Unis, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas annoncé que le tome qui allait sortir était le dernier. Euh, Sauf le jour où il est sorti, paf, c'est le dernier. Ce que j'ai trouvé très très fort de la part de Robert Kirkman, le scénariste, parce que c'était un peu sa grosse force de vente. Et un autre point très très fort dans la bande dessinée, ce qui n'est pas le cas de la série télé pour le coup, c'est qu'à aucun moment il n'explique l'origine du mal. Parce que c'est quelque chose de totalement Alors, secondaire. dans la série télé non plus pour l'instant. Dans les séries télé, il y a un épisode dans les laboratoires où, enfin, tu vois, qui essaye de donner une sorte de pseudo-explication, pseudo-théorie. Oui, mais c'est une théorie, mais il Oui, n'y a pas une explication ouais, mais il y a qui même fait pas de consensus, théorie. quoi. Mais il y a même pas de théorie dans The Walking Dead, dans la BD. Oui, Tu mais vois, enfin, si tu veux, quand ils vont au CDC, il y a juste un constat qui est posé, c'est qu'en fait, le virus est dans tout le monde, c'est tout. oui. Bref, L'origine, ils l'ont pas. Mais bon, Voilà, après, voilà, c'est... oui, je crois qu'il a dit qu'il voulait pas l'expliquer parce que s'il avait voulu donner une explication à son virus, il aurait dû trouver une explication extraterrestre et que ça aurait un peu gâché l'ambiance de sa série. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une sorte de what if avec Invincible. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'est une sorte de crossover entre The Walking Dead et Invincible où tu as les personnages d'Invincible qui débarquent dans The Walking Dead et ça devient du n'importe quoi avec des extraterrestres, de la baston, des super pouvoirs et compagnie. J'avais trouvé ça très très drôle, mais c'était juste une boutade qu'il avait fait pour le plaisir. Je me rappelle pas de ça. Ouais, je te le ressortirai. Alors, il n'avait pas été publié dans les BD à la base, dans les albums. Il avait été publié dans un magazine, je crois, sur Spawn, je crois un magazine Spawn. Mais je te le sortirai, je l'ai accessible. C'était très très drôle. On peut Ok. continuer notre petit tour du monde. Allez, je te laisse trouver le suivant. Dans ce cas-là, je pense qu'on devrait arriver, donc, je disais, à Crawlers and Dead, parce que lui, ça se passe un an après, en fait, la contamination. Ouais. Et dans les autres, je crois pas qu'on soit aussi proche. Ah, Je crois peut-être qu'on est... seul. Seul, c'est un faux ami, je dirais, mais oui, seul. Seul, Seul ou Havre, les deux, je pense, on ferait la même temporalité. seul est un faux ami, parce que ça commence au début, on va dire, dans l'idée. Mais après, on Bon, sait ce allez, qui on se va passe. parler de Voilà. Crawlers and Dead. Ouais, allez, vas-y. Alors, donc, c'est un manga qui est paru chez Glénat il y a de ça 5-6 ans, je pense, de Tsukasa Saimura et de Kozo Takahashi. Donc, en fait, on va commencer le manga. On est dans une pièce. Il y a une jeune fille qui est là, qui se réveille. Et il y a un mec Ah, tu coupes. qui la supplie de le laisser rentrer. Finalement, donc, il le laisse rentrer. C'est un soldat qui Ouais. a eu, Tu as des coupures, Thio. et en fait, ce dernier lui explique que Est-ce que tu il y m'entends? a
sorte Est-ce que tu m'entends? Tu as des petites de coupures. virus à Ouais. attaquer. Tu m'as parlé? Oui, tu as quelques coupures, donc c'était juste pour te le dire. Voilà. Non, mais c'est bon, ça a l'air d'être reparti. Je ne peux pas faire mieux. Vas-y, enchaîne. Oui, techniquement, Donc on est du à coup, la il y a une ramasse. sorte de virus qui est apparu et les gens sont devenus comme enragés et ont commencé à se dévorer entre eux. Et jusqu'il y a une semaine, elle-même, cette jeune fille, était un monstre elle aussi, mais grâce à un vaccin expérimental, elle est redevenue humaine. Sauf que souci, le bâtiment donc dans lequel ils ont fait ce vaccin vient d'être envahi par les zombies. Et donc, du coup, il faut qu'elle arrive, elle, à partir de ce bâtiment et aller jusqu'au dôme de Tokyo où restent les derniers survivants de l'humanité, en fait, pour lui permettre justement de diffuser le vaccin et qu'il n'y ait plus de soucis. Qu'est-ce qui t'a fait le marquer dans la liste? Parce que on en a lu des trucs sympas et c'est vrai que moi, ça m'était un peu sorti de la tête, cette BD-là. Alors, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans celle-ci, c'est vraiment le côté sans concession, quoi. C'est vraiment de manière crue, réelle. Moi, ce que je trouve très cool, c'est que c'est une date ce que tu avais dans la série télé, ou même Pardon, dans le manga, dans tu le peux comics, recommencer, s'il te plaît? On a vraiment eu un dans la souci là. version manga. Tu peux redire Un ta dernière vrai phrase? truc avec du sang, ça pissait, c'est cru, c'est violent. Vraiment beaucoup de bestialité en fait dans ces zombies-là. D'accord. Et c'est ce qui t'a plu, ouais, c'est ce Et la côté meuf qui se très. retrouve finalement à devoir sauver le monde, mais au début elle se dit mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas été un monstre. Enfin, elle a aucun souvenir de ça. Et quand en fait elle sort justement de cette pièce-là, elle vomit et elle vomit des doigts. Et là elle réalise, elle se dit oui en fait ce que m'a dit le soldat c'était vrai. Ouais, j'ai fait des horreurs. Voilà, c'est ça. Alors ce qui est cool c'est que c'est quand même une série qui n'est qu'en 2 tomes. Pour du manga, c'est rare. Euh, mais il y a une très très grosse différence entre les 2 tomes. Le premier tome est vraiment sur le côté zombie et la mission qu'a la fille d'aller justement jusqu'au dôme de Tokyo pour sauver l'humanité. Et le deuxième tome qui est vraiment qu'est-ce qui va se passer dans ce dôme de Tokyo pour sauver l'humanité. Et je trouve qu'il y a une grosse différence entre les 2 tomes au niveau de l'approche et au niveau du traitement. Mais ça, je trouve une bonne série. Je l'ai pas relu récemment, mais j'en ai toujours un très très bon souvenir. Ouais, ouais, non, mais je m'en souvenais de loin, j'avais bien aimé. On a eu une autre série de cet auteur-là, hein, avec encore des zombies, mais qui était un peu plus collégial, il me semble. Enfin, dans une histoire de collège, là, avec. C'est pas lui qui avait fait j'ai oublié le nom du truc. Euh, Igai, ouais, oui, Igai, c'est ça, où ils sont malades, mais plus malades. C'est-à-dire qu'ils se transforment périodiquement en zombies, toutes les ils 15 redeviennent minutes. normal. Ouais, 15 minutes, enfin c'était plus, mais bon, c'est un truc dans le genre. Merde, Bref, c'est vrai, on n'a pas continué ça. ouais, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils nous les ont plus envoyés, parce que c'est on les recevait, il me semble. Et que comme beaucoup de séries qu'on suit, quand les éditeurs arrêtent de nous les envoyer, on oublie de les acheter parce que des fois on les reçoit un peu tard. Enfin bon. Euh, Mais c'est vrai qu'il y a quelques séries comme ça Mais qu'on a un c'était peu. pas mal. Bah, c'était en série dans le même genre, qui était très très bien. Zut, putain, qui a une. Putain, je la vois de loin. Ajin, tu vois, qu'on a arrêté parce que on a plus reçu les tomes et qu'il faudrait que je les achète parce que Ouais. c'était très très bien Ajin. Voilà. Bien, nous pouvons continuer notre avancée dans le temps. Bah, tu parlais de Seul tout à l'heure. Alors Seul, c'est un peu un faux ami quand même. Il y en a quelques-uns dans notre listing. Parce que oui, ça commence. Un enfant se réveille dans une ville complètement vide. Et il n'y a plus aucun adulte et il va recroiser d'autres enfants et essayer de comprendre pourquoi il est là et qu'il n'y a plus d'adultes et qu'il n'y a que des enfants. Donc on a une ambiance très post-apo dans les premiers tomes, avec on s'organise, on essaie de se trouver à bouffer, tout ce genre de choses-là, mais qui, dès le deuxième arc, qui arrive au tome 6, change totalement parce que ce serait dommage là de gâcher le suspense. L'explication à cet apocalypse euh, est plutôt bien pensée et bien écrite par la suite. Vellman a fait un bon travail au scénario, Gazzotti au dessin est toujours
très, on va dire franco-belge à l'ancienne. Hein. Gazzotti, c'était le dessinateur de Soda il y a des années. Et bref, ça, voilà. Seul est vraiment une série qui est très bien, qui vise les jeunes et qui marche à la perfection parce que bah c'est très feuilletonnant et ça joue beaucoup un peu sur cette écriture de série télé avec des révélations, un groupe de plein de personnages qu'on va suivre chacun de leur côté à gauche à droite. Voilà. Quelque chose à rajouter sur Seul? Non. Ouais. Bonne série quoi. Moi j'aime bien. Et tu vas pouvoir, je pense, on va te laisser toi en parler, rapprocher de Kids. Kids, yes. Excuse-moi, parce que du coup, je suis en même temps en train de regarder où est-ce qu'on en est. Voilà, je mets des petits slash sur tous les trucs qu'on a fait. Euh, je t'en prie. Vas-y. Alors Kids, mais je t'en prie, vas-y. Attends 2 secondes, j'essaie juste de me faire un petit rappel si je l'avais pas prévu. Tu vois. Ouais. En fait, on va suivre l'aventure d'une bande de gamins. Alors, ce coup-ci, on n'est pas comme dans Green Class, on est surtout sur les gamins qui sont beaucoup plus petits, plus jeunes, une dizaine d'années pour certains, peut-être même moins pour d'autres. Et en fait, ça fait à peu près 3 mois qu'une épidémie a transformé la population en zombies. Et du coup, bah, les gamins, en fait, vivent dans une maison, font leurs courses, et puis bah, essayent, on va dire, au fur et à mesure de se débarrasser des zombies, mais pas forcément de tous les tuer, quoi. Ils vont juste se débarrasser de ceux qui sont trop près de leur maison ou de ceux qui pourraient quand même les faire jeter. Oui. Je crois que là, pareil, on est sur 2 tomes pour l'instant. Ouais, avec un deuxième Alors, tome donc, qui déchire. ouais, le scénario, donc, c'est Aurélien Ducoudray, le dessin, c'est Jocelyn Jaurès. Alors, on Ouais. a un dessin qui est un petit peu. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Merde, ouais, je te montre. Un mélange Euh, entre un mélange entre du franco-belge à l'ancienne et du Gorillaz, du Jamie Hewlett. ouais, c'est une Il bonne y a un côté de définition, Jamie ça. Hewlett dans le dessin, je trouve. Ouais, Voilà. ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le premier tome, on est vraiment sur la présentation, on va dire, des gamins et la vie du groupe, on va dire, qui va un petit peu être différente, qui va un peu changer parce que bah, il va y avoir des nouveaux arrivants. Et dans le deuxième tome, on a, je trouve, une très grosse plus-value parce qu'il se passe des événements qui te disent, ah ouais, mais en fait, non, c'est pas qu'un truc pour gosses quand même. Il y a des événements qui sont quand même couillus, quoi. C'est vraiment sympa. Oui. Moi j'ai été ouais, sur la fin du tome 2, je me suis dit waouh, je m'attendais pas à ça quoi. Ça m'a surpris en bien. Vraiment, c'est une. On n'a pas encore parlé du tome 2 d'ailleurs. On y reviendra en détail, je pense, plus tard. Mais c'est une bonne série de zombies. On est vraiment sur de la série de zombies là à l'ancienne, hein, qu'on pourrait rapprocher de Walking Dead, hein, vraiment dans le tome, quelque chose de très très basique sur la thématique, mais qui marche vraiment très très bien. Euh, Bah, je vais encore te laisser peut-être à la main. Il y a deux peut-être séries dont je voudrais parler. Allez, je vais prendre le relais peut-être sur une série. On l'a mise dans la listing, mais c'est pareil, c'est un peu un bizarre. C'est Outlife. Apparemment, il y a un seul tome, il y a un deuxième qui est prévu. Outlife, c'est une série qui se passe, on va dire, quasiment ouais, pendant l'apocalypse. En gros, la société humaine est en train de dépérir, on va pas pouvoir continuer à vivre comme on vit, et donc on cherche des solutions pour s'échapper. Et la solution qu'ils ont trouvée pour s'échapper, c'est de créer des sortes de mondes virtuels dans lesquels on peut faire ce qu'on veut. Et pour tester ça et voir si ça peut marcher, le premier truc qu'ils font, c'est de prendre un homme et une femme, de les mettre dans ce monde virtuel où ils sont omnipotents. Mais omnipotents, et de voir bah, comment ça va se passer, comment est-ce qu'ils vont s'acclimater à ça. Sachant que bah, pendant qu'ils sont dans ce monde-là, leur corps est pris en charge, mais demande un minimum d'entretien, on va dire, ce qui permet de garder les gens en vie et de préserver les ressources de la planète qui sont au plus bas. Euh, et donc on se retrouve avec une sorte de huis clos dans un univers qui n'a pas de limite. Avec deux personnages qui se cherchent parce qu'on se dit c'est quoi le premier truc qu'on va faire si on est omnipotent et qu'on peut tout faire, et là c'est Thomas Caden au scénario qui répond à une question très très je pense de façon assez réaliste. Bah on va faire du cul, hein, parce que si je peux faire ce que je veux, je vais me faire plaisir.
et qui va se poser beaucoup de questions autour de ça, parce qu'à partir du moment où on a le pouvoir de réaliser tous ces fantasmes, est-ce qu'on va encore éprouver du plaisir? Et toutes ces questions-là vont se poser. Euh, voilà. Donc c'est un peu biaisé, hein, au niveau du sujet de l'Apocalypse, mais c'est un peu une série qui parle d'une solution possible et des conséquences que ça pourrait avoir, et c'est assez rare, je trouve. Et ça mérite donc qu'on la cite rien que pour ça. Quelque chose à rajouter? Est-ce que j'ai été à peu près correct dans l'explication? Kyo? Bah, tu as été correct dans la présentation. Après, je t'avoue que c'est vrai qu'Half-Life, ça n'a pas été la BD qui m'avait le plus plu quand on l'avait chroniqué. Tizak avait été plus dithyrambique que moi. Ça parle de cul alternatif. C'est toi qui l'as dit, tu t'arrangeras avec lui. Ouais, Mais ouais, j'avais pas été follement enthousiaste. C'est vrai que je trouve que le scénario de départ est vraiment intéressant. ouais, Mais après, j'avais trouvé quand même qu'il y avait une sorte de truc où tu tournais un peu en rond. ouais. Voilà. Bah, il y a une suite qui est prévue. J'imagine que ça va être les gens qui vont arriver dans cet autre monde. On va voir ce que ça va donner. Oui, parce qu'au départ, ils étaient que deux. Ouais, On attendait justement le reste de l'humanité qui allait être rangé. ouais. Tu me parlais de Havre en disant que aussi on était très très proche du début de l'Apocalypse. Dans mon souvenir, on était un peu plus loin, mais j'ai peut-être un Alors, souvenir on lointain. n'est pas très très proche, hein. On est environ, allez, on va dire un an après ou ou un an et D'accord. demi après, quoi. Alors là, je vous ai rappelé, voilà, c'est vraiment du très fond de ma mémoire, on va dire. Ça fait vraiment, hein, qu'on l'a traité. On avait adoré. Donc en fait, on va avoir un personnage qui vit dans un bled où il va ramener à la vie son chien de temps en temps quand il a envie d'un peu de compagnie. Il y a de la Il magie dans a tout ça, après, lui, en monsieur. fait, il a une sorte de pouvoir magique, c'est une sorte de nécromancien. Il a aussi sa petite amie qui est un zombie, mais avec laquelle il parle. Il discute en fait avec tous les zombies qui vivent dans le village, mais ils ne sont plus vivants, quoi. Il est le dernier survivant de ce village. Et il va croiser donc une jeune fille qui va lui faire quitter son village pour partir pour une sorte de quête. D'accord. À cela, donc, va se rajouter à ce duo, va se rajouter un troisième personnage qui sera le pistolero, qui sera dans le tome 2. Et tous les trois, en fait, vont essayer de trouver une sorte de havre pour sauver l'humanité, quoi. Voilà ce que j'en ai en souvenir, Ouais. grosso modo. Qu'est-ce que ça apportait pour toi vis-à-vis justement du genre post-apo? Là, Ah je bah donne une alors, question qu'est-ce que qui est ça a pour quelque chose de apporté déjà? loin, hein. C'était en 2010, donc on est quand même sur une série qui est, Plus toute jeune, ouais. je dirais pas précurseur sur le truc, mais en bande dessinée, je pense pas qu'il y en avait tant que ça avant. Walking Dead, ça a commencé quand? Je saurais pas dire le début de Walking Dead. Je vais faire une fouille rapide euh, pour The Walking Dead. Mais oui, non, The Walking Dead, on a presque duré 10 ans, je crois, hein. La série arrive à la Ouais, saison donc, du 10. coup, La série arrive à la saison 10, donc on est beaucoup plus loin sans doute vis-à-vis de la BD, hein. The Walking Dead, bah, je cherche ça en BD. bon, c'est pas BD. grave, c'est pas grave. Ouais, Mais bon, moi, je l'ai trouvé que, d'une part, en fait, que je l'avais découverte, c'était paru chez Ankama à l'époque. ouais, Il y a une intégrale qui est reparue il y a quelques 2-3 ans, je crois. ouais, c'est ça. 2003, Walking Dead. Ouais. Ça fait Et bah, du 17 coup, ans. moi, ce qui 17 m'avait ans. beaucoup plu, c'est que c'était. Putain, bientôt la majorité. Ouais. Donc si Ça t'avais va être plus. sympa de fêter sa majorité pendant le confinement. Ouais, c'est ça. The Walking Dead, ouais. Parce que t'avais plus dans Moi, ce Havre, qui non, m'avait pardon. beaucoup plu, c'est que. Vas-y. Ah, parce que t'avais plus dans Havre, vas-y, je te relançais. Mais avec le décalage audio et tout, tu vois, on n'a pas Bah, l'habitude, justement, hein. c'était cette espèce de côté un peu novateur, parce que pour moi, c'était un peu une des premières BD que je lisais où il y avait vraiment un monde post-apo qui était posé, mais qui, en plus, avait pas ce côté couillu la carotte, quoi, qui pétait en tous les sens, où c'était toujours du fight. Là, tu as vraiment une sorte de huis clos avec les personnages, si tu veux. Ils vivent dans un monde entouré de zombies et ils ne croisent plus, plus même qu'ils vivent, quoi. Mais ils essayent de trouver une solution. Ouais.
ce qui était assez. Enfin, moi, je me souviens, j'avais un très bon souvenir de ça. Bah, Isabelle Botian, qu'on a relu il y a peu, on a parlé ou pas encore de Dragon et Poison, qui est une série plutôt sympathique. Isabelle Botian, On en a parlé, je crois. ouais, qui est aussi très engagée dans la cause des auteurs. N'oublions pas que 2020, c'est l'année de la bande dessinée. On s'en souviendra, hein, n'est-ce pas? Putain, ils vont s'en rappeler, ouais. Ouais. Je pense que pour la bande dessinée, ça va être un peu. Voilà, donc elle est très engagée au niveau des auteurs, des syndicats, etc. Elle fait un très beau boulot là-dessus. Bref, ok, donc nous étions sur Havre, et là j'ai perdu le conducteur. C'était une BD en 3 tomes, donc comme je disais, l'intégrale qui est sortie. Que je vous dise pas de bêtises. Hop, qui est sortie en 2018. 2018. Chez Ok. Edoé comme éditeur. D'accord. Ça peut être une sorte de petit revival, mais c'est très sympa. Maintenant, nous allons partir sur des espèces d'apocalypse proches. Pas si proches que ça, qui sont plus des timelines dérivées. On va peut-être commencer par DMZ. Je crois qu'on est par Alors rapport ça, à je ce qui reste t'avoue que dans moi, le j'ai jeu. pas trop compris pourquoi tu la mettais, celle-là. Alors, DMZ, c'est un peu compliqué parce que je trouve que c'est une bande dessinée qui traite beaucoup de sujets qu'on retrouve dans du post-apo, tout en se voulant quelque chose de très contemporain. DMZ, dans cette bande dessinée-là, on va suivre en fait un journaliste, un jeune journaliste, stagiaire même au début de la série, qui se retrouve en plein conflit parce qu'il y a une guerre de sécession qui a lieu aux États-Unis. Et un des cœurs de cette guerre-là, c'est Manhattan, qui devient la DMZ, la zone démilitarisée de ce conflit. Et lui se retrouve embarqué là-dedans, à devoir un peu essayer de faire son travail de journaliste. Et on se retrouve vraiment dans ce que j'appellerais une apocalypse assez proche, c'est-à-dire ils ont des ressources qui sont limitées, ils ont des conditions de vie qui sont difficiles, les politiciens sont encore présents et essayent de faire ce qu'ils peuvent pour chacun y aller de son grain de sel. Je dirais que dans DMZ, on est proche d'une apocalypse qui pourrait ressembler à celle qui va arriver, ou qui est en train d'arriver, tu vois. La maladie en moins dans DMZ. On est plus dans du conflit armé quand même. Et voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé là, dans cette série-là, bon, c'est que déjà ça pose beaucoup de questions sur le journalisme et sur le journalisme de guerre. D'ailleurs, il faudrait que je rachète les tomes d'après parce que j'ai que le premier. J'ai que les deux premiers, je crois. Enfin bon, on s'en fout. Bref, voilà, il y a cet état, tu vois, de ville un peu délabrée dans lesquelles on essaie de s'en sortir avec les moyens du bord, de faire du troc, des échanges de services. C'est pour ça, moi, que j'ai trouvé qu'il y avait ce côté un peu proche du côté post-apo. Ouais, Ouais, tu valides pas totalement. ouais. Ouais, je suis pas totalement emballé. Euh, Mais la BD est très bonne. Après, voilà, la mettre en apo, je suis pas sûr. ouais, bon. Bref, on va aller partir donc sur quelque chose d'un peu plus proche. Et ben là, je dirais que on a mis plusieurs tomes qui pourraient coller. On a du Lazarus ou Rock'n'Stone qui sont un peu dans le qui tiendraient la route, non? Niveau Lazarus, temporalité. Rock'n'Stone, Gun. Non, Gun, on est loin quand même après l'apocalypse. On est dans un Ouais, ça, futur. j'en sais rien, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps. Ouais, mais on est dans un futur plus lointain. Bah je t'écoute. Je te laisse choisir, tiens. Bah, Rock'n'Stone, écoute, Bah vas-y, c'est mes toi qui amis en parle. Nicolas Jean Et et Yann Yann Valé. Valéani. Oui. Fier d'être marseillais. Attends, Euh, je cherche juste à avoir un petit pitch, parce que je t'avoue que là, je n'ai pas préparé forcément. et ouais, non, on est à Parce que l'arrache. tu m'avais Bah, réparti. pendant que tu es en train de rechercher, je vais un peu préciser les conditions techniques de cet enregistrement de folie. Moi j'ai réussi à me faire un éclairage à l'arrache avec une lampe de chevet et une feuille de papier cuisson. Ce qui me permet d'être à peu près Tu as visible. encore du papier cuisson chez toi? Ouais, mais c'est du pourri qui colle, c'est du papier qui sent qui sert à rien. Euh, mais je l'avais acheté en paquet chez Métro, donc j'en ai des tonnes. Euh, donc c'était cet éclairage qui permet de me voir plutôt pas trop mal, parce que voilà, je vais couper l'éclairage. Hey, ça change tout. Voilà. Je me suis dit que l'option était plutôt bienvenue. À côté de ça, j'utilise la webcam de d'habitude et un micro-casque que vous pouvez voir si vous nous regardez, ce qui est plutôt pas mal. Thio de ce côté, on a fait quelques tests avec son casque de gamer
et son PC de gamer, et ben ça n'a pas marché, et donc Thio est actuellement sur son téléphone en Wi-Fi, parce qu'il a pas de prise RJ45 sur son téléphone, franchement, téléphone de merde. Euh, pour quoi. Je sais pas comment le prendre, ça. Écoute, Non mais par franchement, contre, tu pourras me trouver un téléphone avec une prise RJ45, ça m'intéresse. bah, tu prends un téléphone avec du USB type C et un adaptateur USB type C RJ45. Franchement, c'est facile. Je l'ai l'adaptateur chez moi. Facile. Je sais pas si ça marcherait. Alors, Mais Rock'n'Stone. vas-y, bon, ça va être On est en meublé, tu peux y aller. 2215, la planète Caldoria, qui a vu sa population exterminée par une IA expérimentale. Aïe. Parmi les survivants, on a Stan, un petit garçon qui est tout seul depuis 1 an, et il reçoit la visite d'un robot euh, qui, bizarrement, ne semble pas obéir à l'IA et qui commence, on va dire, à devenir l'ami de Stan. Oui. Sachant que le superordinateur qui a pris le contrôle de toutes les machines et qui a détruit tout le monde s'appelle IAV. Y aurait-il Est-ce que là, on une pourrait y symbolique voir une sorte de pique contre la religion? Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. hmm. Donc, Donc notre petit Stan va se balader dans ce robot pour aller essayer justement de retrouver son père, je crois, oui, c'est ça. Enfin, il est un peu abandonné, ou le pour détruire gamin. l'IA. Il est un peu abandonné et forcément au début, au bout d'un moment, il va se retrouver avec l'histoire de. C'est pas l'objectif de base, mais il va se retrouver à essayer d'aller détruire l'IA derrière. Ouais. Euh, que dire. On est dans du post-apo, on va dire un peu à la Terminator, hein, quelque chose qui, en gros, est quelque chose de plus une apocalypse technologique plus qu'une apocalypse épidémiologique. Et bah voilà, moi c'est une série que j'apprécie beaucoup pour le talent de narrateur de Yann Valéani. Je parle du dessinateur parce qu'il a une façon de mettre en scène. J'avais adoré les démos qu'il avait fait sur son blog à une époque pour montrer comment il travaillait ça. La fluidité de ses planches, la facilité qu'on a à les lire. Enfin, vraiment une construction, mais qui est au cordeau, quoi, qui est superbe. Un scénario qui est sympa. C'est pas la BD qui m'a le plus marqué au niveau de l'histoire, etc. Parce qu'on reste sur des thématiques assez déjà vues, même s'il y a quelques petits rebondissements sympathiques. Mais c'est pas la BD qui va me faire jeter toutes les autres pour la garder, on va dire. Mais Mm. franchement, c'est une réussite d'un point de vue graphique et ça permet de mettre en valeur un scénario bah, qui est. Je suis désolé parce que Nicolas va peut-être nous écouter. Qui est bien, qui a pas mal de profondeur, mais qui n'est pas un scénario choc qui va nous marquer à vie. Quoi. Voilà, c'était un peu vache ce que j'ai dit, non? Non, Thio, ça y est, c'est ta mise dans le silence. Moi, Mouf. disons que moi, ce qui m'avait un peu déçu, c'est que c'était finalement trop court. Ouais, J'avais trouvé que la résolution des problèmes, finalement, dans ce tome 2, ça allait un peu vite. ouais. Après, j'en avais discuté justement avec Nicolas Jean qui me disait, mais est-ce que ça avait un intérêt de diluer le truc pour qu'il y ait une sorte de temps mort, des moments un peu chiants? Ouais. Alors que c'est vrai que du coup, dans le tome 2, tout va très vite pour clôturer l'histoire. Oui. Oui, ça t'avait Mais un je peu. trouve que enfin, ça reste quand même un bon souvenir en bande dessinée, surtout comme tu disais, graphiquement, c'est quand même vachement intéressant. D'accord. Donc, Rock'n'Stone, qui est sorti en intégrale aussi. C'était 2 tomes, et qui valent largement le coup d'être en intégrale parce que. On va En dire que plus, les c'est deux un grand tomes. format intégral. Ouais, il est beau. Il est beau. Et en plus, voilà, Non, il y a des gens qui se te font offrir pour leur anniversaire. ouais, par les auteurs, tu vois, genre. Voilà. Bah, je crois que je l'ai en double pour le coup, la BD. Mais. Ah non, c'est toi qui l'as, je crois, l'original. Qu'il avait eu. Non, Je tu sais m'as plus. toujours pas donné. Ah non, c'est vrai. Ouais, mais il y a une dédicace, je crois. Enfin bon. Euh, Bah, bref. file-moi l'intégrale, alors ça va, je suis pas chiant. Ouais, mais c'est un cadeau personnel, tu vois, c'est dur. Bref. Euh, on va partir sur Lazarus. Lazarus, pareil, c'est un peu Joker. Lazarus. C'est un peu Joker, parce que Lazarus, il n'y a pas vraiment eu d'apocalypse au sens propre, mais il y a eu une évolution de la société, une sorte de dystopie,
qui a Bah, amené... qui fait que c'est plus des pays, hein, ouais, on n'est plus dans des pays, on est dans des familles qui dirigent chacun qui dirigent des territoires. des territoires, voilà, avec des serfs, ouais, vraiment une notion de servage poussée à l'extrême. Chaque famille a un Lazarus, c'est-à-dire un enfant qui a été optimisé. Alors chacun y va de sa méthode, hein, que ce soit de la robotique, des modifications génétiques ou quoi que ce soit, pour devenir leur représentant, on va dire officiel en cas de duel. Et qui pour le fait est Ouais, c'est ça. leur super soldat, quoi. Voilà. En gros, ils ont tous leur Captain America local, quoi. Et donc on va suivre l'histoire d'un de ces Lazarus, dont j'ai oublié le nom, qui petit à petit va essayer va avoir une conscience sociale un peu plus démarquée et aller un peu plus de l'avant. Et un nouveau tome vient de sortir et bien sûr le confinement, le confinement, le confinement. C'est une très bonne, hein. Mais je pense que quand le confinement va se finir, quand même, par contre, on va se tuer à la BDR, quoi. Ah bah on va les relancer, hein. Voilà. On va les relancer, j'espère qu'on va les relancer. J'espère qu'ils vont pas trop en souffrir d'ailleurs. Parce que pour avoir un petit libraire spécialisé, ça doit pas être évident. Bref, voilà, on est un peu Joker sur le côté post-apo, mais il y a ce rapport à la population, à la réorganisation du monde en fait, qui je trouve va un peu dans cet état d'esprit. Et c'est une excellente bande dessinée, franchement que je ne saurais que recommander. Allez à toi. Je crois que là, dans les proches, il y aurait du 100 milliards du mortel ou du solo. Attends 2 secondes, parce que je suis en train de répondre à Evelyne qui me demande toujours les catégories d'âge. Ah là là, les catégories d'âge. Bah, c'est vrai que dans ce qu'on lit, il y a pas grand chose pour les gamins, quoi, hein. Mais Rock and Stone, ouais, pourrait convenir à des collégiens, ouais. Voilà. Donc tu me disais, pardon, excuse-moi, Solo? Ouais, ou 100 milliards d'immortels. Oh, Tizak est dans le chat. Non! Il est Si. vivant! Voilà, il s'est mis avec un casque dehors dans le froid parce il pèle en ce moment. Sur sa terrasse. Ouais, c'est ça. Coucou Tizak, on a dit du mal de toi parce que t'étais pas là. Euh, Normal. Normal. On a hâte que tu viennes te rattraper avec nous. Dire des saloperies. Voilà. On te pardonnera plusieurs blagues racistes et misogynes. T'auras droit à une de plus par épisode. C'est pas mal. Il en a de la chance. Ouais, hein. Donc, Donc du coup, Solo, parce que je te oui. parle sur le Solo, 500 Ouais. milliards d'immortels, là, je ne l'avais pas tout de suite. Vas-y, solo. On est dans un monde post-apo où chacun chasse chacun, en fait, hein, c'est facile. On est un peu sur la loi du plus fort. Oh, on est très Mad Maxien là, Et on hein. va... Ouais, très Mad Maxime, mais en fait avec des souris, des rats, des gorilles et des humains. Et des chiens aussi. Des chiens aussi. Une série voilà, qui est quand même, je trouve, très, très, très badass, quoi, mise en image par Ah Oscar ouais. Martin. Et on va suivre, donc, dans le premier cycle, on va suivre les aventures de Solo, donc, qui est une souris, comme tu disais, un peu Mad Maxienne, qui est le guerrier ultime, qui essaie de survivre et qui a perdu sa femme, ses enfants, son chien, son chat, sa souris grise et sa souris blanche, et qui est du coup hyper vénère et qui tue tout le monde. Ouais. Mais on va s'apercevoir qu'il y a quand même un peu plus de profondeur au fur et à mesure des tomes. Et on a une suite qui est donc Legatus, Ouais. qui va être en fait le disciple de Solo, qui est le chien que Solo a élevé. Et il y a une nouvelle série qui est sortie qui s'appelle Solo Chemin Tracé, où on va suivre les aventures de Fortuna, qui est un chat. Mais D'accord. celui-là, je ne les ai pas achetés parce que c'est sorti en mars. Eh oui, non mais. Cette pile de lecture qu'on va avoir, déjà qu'on a une pile de lecture de bouquins qu'on n'a pas lu, enfin pas toi parce que toi t'es le serial lecteur, mais et voilà. Mais par contre, j'avoue que j'ai commencé à entreposer dans la nouvelle étagère de mes toilettes et elle est déjà bien pleine en fait, hein. Il faudrait qu'on se voit pour échanger. Oui, oui, je sais, mais tu sais, ma bibliothèque est toujours. Enfin, en plus, là, je stocke des choses de mes parents et de plein de choses en vrac. Et le matériel d'enregistrement aussi en partie. C'est un peu difficile. Euh, on va revenir un peu en flashback au niveau de la continuité. Parce on a dit qu'on allait en parler, on l'a pas fait. Et Isaac vient de nous le rappeler. C'est les dominants.
qui est un album qui est sorti il y a très peu, et qui est vraiment très intéressant. En gros, dans les dominants, on est vraiment dans une apocalypse qui a quelques années, et où des sortes de créatures extraterrestres sont arrivées sur Terre et se sont posées à faire leur vie, comme si de rien n'était, mais qui bougent très lentement, qui font très peu d'actions, euh, et qui donnent l'impression et qui en gros ont une influence sur les humains. C'est-à-dire quand un humain s'approche d'une des espèces de ces créatures-là, il va par exemple avoir la nausée, se sentir malade. Une des espèces va attaquer. Euh, Ils ont tous une particularité et ils donnent surtout l'impression de s'est juste poser là et de pas faire trop attention aux humains parce que c'est un peu des fourmis en fait. Et la série au niveau du scénario, donc c'est Sylvain Rimberg au scénario et franchement c'est super dynamique, tient la route. C'est j'ai oublié son prénom, Toledano qui avait fait Ken Games et comment elle s'appelle cette BD avec le tatoueur là, que Tizak avait spoilé comme un bourrin. Euh, Thio, ça te revient pas? Avec le tatoueur, le truc chez les Yakuza. Ouais, qui était vachement bien. Euh, Ouais, je vais chercher, c'est Toledano au dessin, et c'est pas Eric Toledano parce que c'est un autre genre de choses, Eric Toledano. Martial Tebori. Tebori, voilà, de Martial Toledano. Bref, voilà. Une série qui franchement m'a vraiment bien donné envie, où on va suivre un personnage parmi d'autres, hein, mais qui lui cherche juste à pas avoir d'emmerde alors que le monde est en train de se reconstruire. Une très bonne BD, et on verra si on lui met un coup de cœur quand on pourra en reparler tous ensemble. C'est ça. Il nous reste plus grand chose, là on commence à s'éloigner dans le temps. Le plus proche, je dirais que ça va être 100 milliards d'immortels. Alors, 100 milliards d'immortels, si on essaie de se rappeler, c'est grosso modo, ben, plus personne ne meurt. Et les gens qui sont morts reviennent. Et les gens qui sont morts reviennent. Alors donc du coup, ceux qui sont morts depuis très longtemps ben, reviennent sous une forme de spectre, une sorte de fantôme, grosso modo, donc qui vont avoir la chance pour certains d'avoir une sorte de châssis robotique qui leur permettra de bouger, de se déplacer, d'avoir une sorte de matérialité. Et certains ben, qui sont en fait en très très mauvais état, hein, forcément, et d'autres qui sont presque tout frais. Et Ouais. puis ceux aussi qui en fait veulent en finir et qui essaient de se suicider par tous les moyens possibles et qui n'y arrivent pas parce que ben, on ne meurt plus dans le monde de 100 milliards d'immortels. Voilà. Et ça commence dans la Mais ça première ne histoire t'empêche par pas un petit de... polar. Pardon? Ça commence par un petit polar, une petite enquête C'est ça. polar. Mais de toute façon, tu suis les aventures au départ, sur le premier tome, tu suis les aventures d'un détective privé. Oui, 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 c'est un détective privé qui fait ses enquêtes, etc. Voilà, et maintenant on va pouvoir partir sur quelque chose de plus lointain. Je vais revenir un peu sur quelque chose d'un peu particulier, c'est Kingdom Come. Voilà, je voulais pas en parler de suite parce que j'avais parlé d'Edge of Apocalypse. Kingdom Come, c'est une mini-série. Il me semble que c'est Kurt Busiek au scénario et Alex Ross au dessin. Euh, qui se passe dans l'univers d'ici. Donc vous connaissez l'univers d'ici. Alors voilà, attends, j'ai trouvé Kingdom Come. C'est Alex Ross au dessin et c'est Mark Waid, pardon, au scénario. Euh, Kingdom Come, ça part du principe qu'on est dans un futur où il y a une nouvelle génération de super-héros plus agressifs, plus violentes, qui a un peu foutu la merde. Et les super-héros se sont un peu tous laissés aller. Superman, après avoir provoqué un cataclysme, je crois, nucléaire, est allé se caler dans des champs et veut plus avoir affaire à l'humanité. Batman, après avoir pété un câble et buté le Joker, est devenu de plus en plus fasciste et a créé des milices qui essaient de protéger, protéger est un grand mot, plus surveiller les gens et les empêcher de faire des crimes de façon très violente. Euh, et le truc, c'est que parce que il y a eu
toute une partie du territoire qui a été explosé avec ces nouveaux super-héros qui faisaient n'importe quoi. Superman décide de revenir aux armes et d'essayer de remettre les choses au clair et de calmer tout le monde. Et il doit faire affaire pour ça avec Lex Luthor. Voilà. Ce qui est assez étonnant. Bref, c'est une série qui déjà profite du dessin d'Alex Ross, qui est de la peinture photoréaliste, on va dire, qui est magnifique. Alex Ross est vraiment un illustrateur de génie. Ses BD sont pas aussi... manquent parfois un peu de mouvement, mais franchement, c'est magnifique. Et l'histoire est super intéressante parce que ça nous montre aussi... ça essaye d'aller au-delà des limites des thématiques des héros. C'est-à-dire que Superman, à un moment donné, va-t-il avoir envie de sauver un monde qui n'a pas forcément envie qu'on le sauve. Batman, une fois que il a été au bout de ses tentations de vengeance, de protection, ne devient-il pas un ennemi et ainsi de suite. Voilà, une série qui était assez jolie et qui avait surtout rendu célèbre le costume de Superman avec le S entouré de noir. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si t'as pas lu ça, Thio, bah je te le passerai parce que franchement c'est bien la classe. Voilà. Écoute, il n'y a pas de souci, je me ferai un petit bond de sortie dérogatoire et je passerai devant ta boîte aux lettres. Oui, c'est ça, sortie dérogatoire pour aller acheter pour aller récupérer du comics. Ouais, Bah, mais je dirais, je suis allé acheter du pain. Attends, je suis désolé. Si les librairies deviennent quelque chose de vital et d'essentiel, tu peux avoir une sortie dérogatoire pour aller chercher des livres. Et oui, Ouais, ouais, ça tient la ouais. route. Hein. Euh, Voilà, je crois que tu as surligné de bons sujets. Gun, Gun, oh la ouais, vache. c'est loin pour toi. Ah, c'est loin pour moi aussi. Hein, Non, c'est pas loin, parce que comme je te disais, en plus, Ah ce oui, qui est tu l'as drôle, c'est que j'étais relu, en train oui. les relire, en fait. Ah, c'est beaucoup plus frais pour toi que pour moi. Bah, allez, vas-y, Gun. Ouais, parce qu'en fait, je profite de la bande de bibliothèque de Vitrolles pour recommencer, en fait, les Gun depuis le début. Oui, parce qu'en gros, avec les piles de lecture que nous on a, ça te suffit pas. Tu préfères aller acheter des trucs à côté, emprunter des trucs à côté. Alors, non, c'est classe, Oui, j'achèterai je sais rien. pas, oui. Tu empruntes à côté. Ah, bravo. Mais t'as raison, faut faire vivre les Bon, ça bibliothèques. va. Pour une fois qu'il y a des BDB qui sont sympas. Donc, du coup, Gun, on va suivre l'histoire donc d'Alita, si je me souviens bien. Alors, je sais plus si c'est Alita, c'était son nom. Ouais, Attendez, c'est. j'essaie juste de revenir un peu. Non, Alita, c'est son nom dans la traduction anglaise. Je crois qu'elle s'appelle pas américaine. Anglaise, voilà. Je crois qu'elle s'appelle pas du tout Donc, Alita en en fait, on va fait. suivre. Elle s'appelle Gali. Vas-y, j'y vais, je me lance. C'est Gali son nom. Donc, on est donc dans le monde de. Le monde se divise en deux parties. Il y a Zalem, qui est une ville suspendue, et en dessous, il y a la décharge. Et en fait, dans la décharge vit tout ce qui est les rebuts de l'humanité. On va avoir donc un gars qui va retrouver donc, dans une des décharges donc, un cyborg qui s'appelle Gali. Et ce cyborg, en fait, il va lui donner un corps. Et celle-ci va avoir différentes aventures. Au début, elle va être une sorte de chasseuse de primes. Puis elle va fighter les gens. Puis elle va commencer à se poser des questions sur son origine, voir que le gars qui l'a recueilli a le symbole sur son front de Zalem. Donc ça veut dire qu'un jour il a habité dans la ville en haut, mais qu'il en a été chassé. Ainsi de suite. Donc voilà. Et vous avez donc plusieurs séries. Gunham Last Order, et ensuite je crois que c'est Mars Chronicle qui sont les derniers. Ouais. Alors moi j'ai pas lu Last Order ni Mars Chronicle. J'ai lu vraiment que la série originelle, on va dire. Et après, vous avez aussi un animé qui a été fait. Et un film. Et le film de James Cameron qui a été fait. Non, Roberto Rodriguez. Ouais, enfin, il est produit par James Cameron. Ouais. Mais il faudrait que je le voie parce que j'adore Roberto Rodriguez. Mais j'ai peur de pas aimer. Mais bon. Voilà. Ouais, qu'est-ce Donc que voilà. c'est intéressant. Enfin, c'est une série qui est intéressante sur le côté robotique et recherche de l'humanité. Mais on retrouve aussi un de ces. Alors, Vas-y. je te coupe, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ce qui a amené, on va dire, cette histoire-là, pour une fois, c'est pas un virus, c'est pas la Terre qui a merdé ou les humains qui ont fait des conneries, c'est on s'est pris une météorite sur la gueule. Voilà, on est vraiment sur une apocalypse, pas de bol, quoi.
Voilà, c'était la faute à pas de bol, on s'est mangé une météorite, ça a tué presque toute l'humanité, et on se retrouve avec Et cette qu'est-ce qu'il faisait situation-là Bruce Willis? d'Elisabeth qui est l'évolution. Hmm. Qu'est-ce qu'il faisait Bruce Willis? Ils avaient pas notre super groupe de musique avec le mec qui a des grosses lèvres, là, comment il s'appelle? Ouais, et sa fille qui a des gros. Enfin. Liv Tyler, Steven Ouais, Tyler. Je vais retrouver ouais. le nom du groupe bientôt. Aerosmith. Aerosmith. Ah oui, non, je crois que tu faisais semblant de ne pas trouver le nom du groupe. Excuse-moi. Ah non, parce que j'avais les lèvres Voilà. de Steven Tyler. Ouais, oui, mais on peut pas les rater. J'ai C'est ça. vu, Et puis après, du coup, je cherchais le nom du groupe. Là, je l'avais pas. j'ai vu une photo de lui plus jeune et je pense qu'il a eu un traitement à la. Comment elle s'appelle l'ancienne égérie de Dali, là, au niveau des lèvres. Enfin, le même genre de traitement. C'est l'impression que ça donne. Bon. Euh, Sa femme était un canard, c'est ça que tu veux dire? je sais pas. Bref. Ah, il y a Azartov qui voulait nous parler de Crost. Ouais, je sais. Il est dans le canal général du Discord. Et bah, tu sais quoi? On va le faire venir tout de suite. Allez, Azertov. Ah, notre premier invité en direct live. Oh là là. Salut, Azertov. Alors, tu es un peu faible. Je sais pas si on peut monter ton son d'une façon ou d'une autre. Nous, de notre côté, on peut pas. Alors, c'est très moche de dire ça, hein. Oui, là, on est sur de la technique. Ah oui, on t'entend très très faible. Alors du coup, je vais me rapprocher aussi de mon micro. Ah, c'est beaucoup mieux. Salut, c'est un plaisir d'avoir un invité parmi nous. En live, là, Bah, comme ça, en impro. Donc, techniquement, c'est en plaisir live. partagé. Voilà. Tu voulais nous parler de Crust. Crust, c'est du Warren Ellis, il me semble, non? Non, c'est du Garcenis. Je les confonds tout le temps alors que ça n'a rien à voir et que de ce que j'en avais entendu dire, c'était vraiment plus proche de Garcenis que de Warren Ellis. Donc vas-y, Garcenis. Ouais, Crossed, c'est un post-apo très crade. C'est une sorte de virus qui les transforme de façon physique, mais aussi moralement, et peut-être même jusqu'à justement amoralement. Je ne sais pas si c'est Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ça change le code moral des personnages qui sont contaminés, c'est ça? ça exactement. En fait, ça va transformer le gentil petit homme de maison en quelqu'un qui va violer, torturer, etc. Des enfants. Voilà. Alors on rappelle que le scénariste Garcenis, c'est lui qui a produit The Boys, entre autres, qui est une bande dessinée qui montre aussi jusqu'à quel point on peut être dans le crade et d'une humanité assez bien. Pour ceux qui ont vu la série télé, la série est très très proche de l'œuvre originale. Et qui est très très bien aussi. Oui, très bien aussi. Donc ok, et Crust, à part ce côté méga trash, ça apporte quelque chose un peu au genre. Peut-être ouais, ce que tu disais, le fait que ça change le côté moral des personnages, c'est-à-dire qu'en gros ils sont toujours conscients quand ils sont transformés, c'est ça? Alors, est-ce qu'ils sont toujours conscients de, on va dire, la partie humanité? Ça, je pense pas, parce que j'ai lu que le premier tome, en fait. Mais c'est une série en 8 tomes. Mais ça les transforme vraiment, en fait, méchamment, quoi. C'est des zombies, mais conscients d'être des hommes et de faire des atrocités. Ouais, c'est pas les zombies de Walking Dead débiles qui marchent tout droit pour essayer de manger des gens, ils sont en plus Non. capables de subtilité pour te faire des coups de pute, quoi. Alors, oui, en fait, c'est des humains, en fait. C'est vraiment simple de dire, ouais, c'est des humains qui sont juste amoraux, qui amputent des gens. Ouais, c'est ce style-là de zombie. Ok, ouais, j'en avais entendu parler, ça avait l'air assez intéressant. C'était sorti chez Milady, il me semble, à l'époque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas si c'est encore disponible parce que Milady avait arrêté avant de revenir sous une autre forme avec Sullivan Rowe aux commandes. Je sais plus comment d'ailleurs ça s'appelle. iComics. Voilà. iComics, ouais. Voilà. Je sais qu'ils avaient ressorti les Lock and Key, mais ça, ils pouvaient difficilement passer à côté avec le côté de la côté de la série télé en plus. Mais oui, dans Crost, j'avais entendu pas mal parler. Enfin, faudra qu'on regarde parce que ça pourrait être intéressant que ce soit. Je vois sur BD Tech qu'il y a l'intégrale qui est disponible chez iComics. Ok, bah chez iComics. Bah super. Donc, et au dessin, ça donne quoi? Au dessin, c'est. Alors, j'ai retrouvé le nom, c'est Jacen Burrows. Et c'est plutôt on va dire, du comics indépendant. Enfin, c'est pas du Marvel ou du DC.
c'est un petit peu, on va dire, en deçà de ce qu'on peut trouver chez eux. Ouais, quelque chose d'un peu ouais, plus gras au niveau du trait, plus. C'est ça. Ok. Et ben merci beaucoup pour ta participation. Ça donne envie d'y jeter un œil. En post-apo, t'as pas d'autres trucs qui te passent sous la tête là? Alors, si, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le chat. En ce moment, dans le magazine Spirou, il y a une série de post-apo plus pour les enfants, justement. Enfin, ados, pré-ado, ado, qui s'appelle Créature. Et qui, un peu sur le même pitch de Seul, tu vas suivre en fait un groupe d'enfants qui va évoluer dans un monde un petit peu où les adultes en fait ont subi quelque chose. On ne sait pas encore, enfin en tout cas dans la prépublication, on ne sait pas ce qui s'est passé pour les adultes, mais les enfants sont livrés à eux-mêmes. D'accord. Et Et en c'est gros, plutôt bien. ok. Ouais. Donc il y a des monstres dans tous les sens et ils essayent de s'en sortir. Alors pour le moment, des monstres, moi j'en ai pas vu beaucoup. Ouais. Mais tu as quand même cette ambiance où les adultes ont disparu et tu vois des petites ombres, tu vois qu'il y a un nuage à un moment, mais tu vois plus, tu vois pas clairement ce qui se passe. Ouais, pour le moment, ils jouent vraiment sur le côté ambiance, plus pour faire peur sans montrer. Et, un peu C'est ça, côté premier Alien, on va dire. c'est ça. Voilà. Sauf qu'il manque pas de budget comme dans le premier Alien, c'est juste parce qu'ils ont fait exprès. C'est Bad BD et Jeff qui travaillent dessus. Voilà, je viens de faire une petite recherche rapide. Ok, donc créature dans Spirou, bah, ça a l'air bien sympa, ça faudra qu'on y jette un œil. Parce que et ma fille est bientôt en âge d'être abonnée à Spirou, ça va me servir d'excuse. Euh, voilà. Mais disons que les Spirou qui s'amassaient petit à petit chez mes parents ont très vite eu Dans le nouveau raison foyer. eu raison de mon côté homme au foyer. Ok. Bon bah merci beaucoup à toi. Bah, prends soin de toi, confine-toi bien, comme nous Bah tous. oui, vous de même. Voilà, et bah on se retrouve, j'espère, très bientôt pour une vraie émission avec des vrais gens et des vraies bières. À Ouais. bientôt, merci Du Azertov. vrai Ciao. vin. Ciao. Salut à vous. Voilà, bah c'était cool ça d'avoir quelqu'un en live. On a essayé un truc technique qu'on n'avait jamais fait en direct sans faire. Et ça, pas trop mal marché. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Discord pour nous parler de bande dessinée post-apo dont on n'aurait pas forcément parlé, ou si vous avez des choses à rajouter sur les BD dont on a déjà parlé, vous êtes les bienvenus, même si on approche pas loin de la fin. Et je pense qu'on va pouvoir parler de Kagaster. Je crois que ouais, c'est le plus proche de l'apocalypse qui nous reste. Ben, je te laisse le chroniquer, celui-là. Ah, c'est loin, hein, Kagaster. Bon, bah, Kagaster, en gros, il y a des sortes de créatures insectoïdes qui font des nids, qui ont commencé à envahir l'humanité et à la détruire quasiment totalement. Et les gens bah, se sont reconstruits des petites sociétés dans des petites villes où ils essayent de se protéger de ce danger-là. Et les Kagasters, donc, sont des chasseurs de monstres, en fait, qui vont essayer de les trouver et de les chasser. Et on va suivre un de ces Kagasters qui va aider une gamine qui s'était retrouvée emmerdée dans un convoi où tout le monde s'était fait buter, et une gamine qui en fait a un lien avec l'origine du mal, euh, qui est une origine, on va dire, scientifique, mais je vous laisserai en découvrir plus en lisant la BD. Un manga qui m'avait bien plu, qui a pas beaucoup de tomes, je crois, je suis à 5 ou 6 ou 7, ouais, un truc comme ça, et qui était plutôt bien mené, qui est adapté d'ailleurs en animé, disponible sur Netflix. Je serais curieux de le regarder, j'ai pas eu l'occasion, mais j'ai découvert ça il y a pas de temps. Ah ouais. Ouais, ouais. Et où bah, je trouvais que. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça m'avait rappelé pas mal l'ambiance d'un jeu de rôle que j'adore qui s'appelle Dark Earth. Avec ces petites communautés qui survivent comme elles peuvent, qui sont assez isolées les unes des autres, et des dangers un peu partout dès que tu t'éloignes de ta maison, quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Tu vois pas de quoi tu parles, voilà. Thio a joué une belle campagne de Dark Earth. Et la première fois qu'ils sont sortis, ils se sont chiés dessus. En fait, on est vite rentré. Vous avez fait me faire bouffer voilà, par des loups de merde. Des voulpes. Des voulpes, voilà. Voilà, Azerlov qui nous dit qu'il est même pas tipeur, qu'il est venu parler dans l'émission, mais c'est pas grave. Les tipeurs, c'est si vous pouvez.
Ça nous fait plaisir, ça nous aide, mais c'est pas obligé. Euh, et donc, ouais, je trouvais que la BD était bien menée. Ça partait vraiment sur la fin de l'histoire, sur quelque chose d'assez dantesque, avec des belles scènes d'action, et surtout que l'auteur avait été découvert au Comiket, qui est le, une sorte de gros festival de BD amateurs au Japon. Et c'est Glénat qui avait sorti l'auteur, c'est-à-dire que Kagaster a été diffusé en France avant d'être diffusé au Japon. Ce qui est quelque chose en soi d'assez rare, et surtout quand tu apprends que derrière ça a été adapté en animé. Ce qui fait que ils ont eu le nez creux chez Glénat, ils ont bien trouvé quoi. Euh, voilà, une série vraiment sympathique, Kagaster. Allez, je vais te donner la parole sur New York. Ça te va, Thio? Tu te sens? Je me rappelle juste la gueule du personnage, mais Ah, ça veut dire que je vais devoir faire les deux dernières là. ouais, je pense que là, tu fais les deux dernières. Oh là là, je vais finir en solo. Bon. Alors, New York est un petit peu pareil, une sorte de faux ami du post-apo. C'est-à-dire que quand on démarre la BD, on ne sait pas qu'on est dans du post-apo. Quand on démarre le roman, parce que c'est par ça que j'ai commencé à lire New York, on ne sait pas qu'on est dans du post-apo. On s'en rend compte très vite. Donc à la base, c'est un roman de Stephen Wool qui a été adapté par Olivier Vatine. J'ai eu les 2 premiers tomes, j'ai pas eu le dernier, il faudrait que je me le chope parce que c'est très très bien. Olivier Vatine, qui est un illustrateur que j'aime beaucoup, qui a fait d'excellentes bandes dessinées, qui s'était un peu éloigné du marché de la bande dessinée, qui était surtout devenu un spécialiste du lancement de tome 1 de série avant de la refiler à d'autres. Et qui fait New York en entier. New York nous raconte l'histoire d'un gamin qui vit dans une tribu. On a l'impression d'être dans un univers très très préhistorique. Et en fait, c'est un mal aimé parce qu'il n'est pas comme les autres. Je crois qu'il est black en fait et que les autres le sont pas. Enfin, un truc dans le genre. Et donc se retrouve à devoir s'échapper et pense qu'il trouvera le salut dans la cité de New York. Parce qu'en fait, il a un truc, ce gamin, c'est qu'il est très intelligent. Et il apprend très très vite. Et petit à petit, en avançant dans l'histoire, on va le voir qu'il va découvrir les vestiges du passé, les ruines de l'ancien monde, qui est notre univers, New York étant, et là je spoil comme un malade, j'en suis désolé, New York. Et donc on va voir comment cette civilisation va influencer les choses, sachant qu'en plus de ça, on a une sorte de monstres tout liens qui viennent du fin fond des mers, qui viennent buter les gens. Voilà, moi c'est un bouquin que j'avais adoré, qui était un des rares romans de SF qui était recommandé par l'Éducation nationale. Et franchement, je m'étais vraiment éclaté à le lire. Voilà, New York. Olivier Vatine, Stéphane Wool, très très bonne bande dessinée. Tu en avais un petit souvenir ou pas du tout, tu vois? vaguement. Vraiment vaguement. C'est assez loin. Je me rappelle voilà, l'enfant black qui est dans la ville de New York, mais Bon. Bon, on va finir sur un petit chef-d'œuvre. La seule vraie bande dessinée, on va dire un peu au long cours, d'un auteur qui s'est spécialisé dans les films d'animation, Hayao Miyazaki. Et la bande dessinée en question, c'est Nausicaa. Nausicaa, vous avez peut-être vu le dessin animé, le long métrage, qui a été un des dessins animés qui a permis de fonder les studios Ghibli, qui ont donné de nombreux chefs-d'œuvre, que ce soit de Miyazaki ou d'autres. Je ne citerai que par exemple Porco Rosso, Le Château dans le ciel, Nos voisins les Yamada, et ainsi de suite. Et Nausicaa, donc à la base, c'était une bande dessinée qui était sortie dans un magazine un peu spécifique, ce qui fait que c'est une bande dessinée qui avait pour du manga un format assez étonnant. Déjà, c'était dessiné en plus grand format et ça se voit car c'est bourré de petits traits dans tous les sens, d'un point de vue graphique. Et c'est un format qui fait beaucoup plus penser à de l'européen et on a une narration, en dehors du sens de lecture, qui est très 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 européenne. 7 tomes sont parus chez Glénat, je ne sais pas s'il y a une intégrale qui est sortie entre temps. Et Hayao Miyazaki va tout au fond de son histoire, sachant que c'est comme pour Akira, le film d'animation, ça raconte qu'un tout petit bout de l'histoire. Nous sommes dans un post-apo très lointain. Le monde, suite à des cataclysmes nucléaires, les Japonais aiment bien les histoires qui se passent après des cataclysmes nucléaires, une sorte de
Apparemment, ils connaissent un peu, tu vois, ils sont un peu familiers du sujet. En gros, la nature a un peu repris ses droits avec des sortes de créatures insectoïdes et de forêts de champignons qui sont totalement invivables pour l'humain et qui sont en train de se répandre à travers le monde. Le seul moyen de s'en sortir dans ces forêts de champignons, c'est de porter, on est dans l'actualité, des masques qui permettent de tenir un certain moment. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille, la princesse Nausicaa, qui est la princesse de la vallée du vent, l'endroit où elle vit, qui est un endroit plutôt préservé et calme, qui va se retrouver confrontée avec l'invasion des gens de l'empire du coin qui veulent reprendre le contrôle, tout en faisant tout ce qu'il ne faut pas d'un point de vue écologique, et qui vont favoriser le développement du champignon. Mais ce champignon est-il le mal? Peut-être que l'humain pourrait vivre avec et s'en accommoder. C'est un peu tout le sujet. C'est une sorte de méga saga hyper écolo, hyper moderne dans sa narration, dans son scénario. Et c'est un petit bijou. Et si vous avez aimé le film, jetez-vous sur la BD qui va vachement plus loin dans l'histoire. Voilà. Moi, Nausicaa, c'est une de mes BD préférées du monde de la vie. T'en as un souvenir, Thio? Bah, oui, mais je t'avoue que je serais pas aussi dithyrambique que toi. Toi, c'est peut-être un peu ta Madeleine de Proust, moi C'est moins. possible. C'est possible. Sachant que le manga est désormais visible sur L'animé, ouais. Sur, Netflix. ouais, Depuis l'animé mars. l'animé sur Ouais, pardon. Netflix. Ouais. Ouais, tous les Ghibli sont sur Netflix. Il faudrait que je le revoie Pas d'ailleurs. tous. Il y en a qui arrivent encore en avril. Le Ouais. Château ambulant arrive en avril. D'accord. J'ai pas vu Comme cette Poco embrouille. aussi, d'ailleurs. Ouais, il y en a certains que j'ai pas vu. Mais Nausicaa, j'avoue que la première fois que je l'ai vu, c'était quelqu'un qui me l'avait envoyé gravé sur un CD avec des sous-titres anglais et coréens. Oula, c'était peut-être les années Tu l'as vu 90. dans une vraie qualité de merde, donc. Ah bah tu sais, les DivX à l'époque, c'était du gros caca quand même, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui avait pu les télécharger parce qu'il avait le câble, tu vois, région parisienne ou un truc dans le genre. Euh, une autre époque. Tizak nous a Une autre époque. léché, putain. Nous a laissé, voilà, ce petit. Tu nous manques, Tizak. Voilà, tu nous fais faire des lapsus étonnants. Ouais, écoute, hein. On a fait un peu le tour du post-apo. Il y a quelque chose que j'ai pas trop retrouvé qui pourtant est très présent dans mes souvenirs au niveau de l'écriture. On le retrouve un peu dans Nausicaa, euh, dans beaucoup d'univers médiéval fantastique. euh, on se retrouve avec un univers qui est post-apocalyptique entre guillemets, parce que il te raconte souvent qu'il y a eu une apocalypse avant. Ce qui fait qu'il y a plein de donjons à chercher pour trouver des trésors. Il me semble que c'était le cas dans les Chroniques de Lodos. Mais j'ai pas trop souvenir d'avoir vu ça dans les bandes dessinées, alors que c'est quelque chose d'assez récurrent dans le médiéval fantastique, de t'amuser à créer un univers qui est construit sur les cendres d'un autre univers et qui permet d'apporter de la profondeur dans ton background, dans ta création. Je sais pas, t'as pas d'idée un peu dans ce genre-là? J'ai rien qui me vient là tout de suite. Ouais. Mais t'es d'accord, c'est quelque chose de toi que t'as déjà vu quelque part ou c'est moi qui me fais un film De quoi par rapport à Ce fait, Nausicaa? non, de fait de savoir ces univers qui sont construits sur les cendres d'un autre univers, le fait que c'est pas quelque chose de primordial dans le scénario, mais il y avait quelque chose avant, quoi. Et tu vas te tomber souvent sur des ruines de vieux trucs, de l'histoire du passé, etc. Mais finalement, dans ce cas, tu pourrais même mettre un Ken le survivant aussi hein, là-dessus. Oui, alors quel du survivant, on est dans du vrai post-apo là pour le coup. Voilà, du post-apo Mais, en cuir. mais souvent, ce qui vient d'avant, c'est. Vu que c'est plus là, ça n'a plus aucune importance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la diversité des récits qu'on a avec un thème très simple, c'est-à-dire que quelque chose a amené la fin du monde, même si on retrouve très souvent des thématiques qui sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est l'humanité elle-même qui a apporté sa fin, c'est très courant. Tu citais Gun en contre-exemple, mais c'est quand même assez rare. Quelque chose, et surtout, souvent on est sur des scénarios où on a une reproduction. Euh,
où on voit que malgré le fait qu'il y ait eu une apocalypse, on a une reproduction de ce qui a amené à l'apocalypse qui se fait. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup scénaristiquement là-dessus. Euh, et qui peut être utilisé aussi bien pour nous faire du trash, du gore, de la violence, que pour revenir sur les valeurs humaines et comment les mettre en avant. Voilà, j'ai essayé de faire une conclusion un peu classe, tu vois, genre un télo. Bah, il y a Azertov qui nous dit un peu dans FMA, non. Full Metal Mais je sais pas ce que Alchemist. c'est FMA. Full Metal Alchemist. Oh là oui, bah, je connais pas non plus. Je connais que Voilà, le nom. alors je connais que le nom aussi. Mais je ne sais même pas pourquoi j'ai compris l'acronyme du premier coup. Tu vois, j'ai une culture générale parfois qui sort de je ne sais où. Alors c'est possible effectivement, mais je sais que c'est des choses en jeu de rôle en tout cas qui sont très présentes dans les univers médiéval fantastiques. Euh, Shadowrun par exemple est construit sur les ruines de Hearthstone, qui est un autre jeu qui se passe en médiéval. Mais bon. Voilà. Bon bah merci de nous avoir écoutés. Je crois qu'on est arrivé au bout. C'était une émission un petit peu, vous l'aurez constaté, à l'arrache techniquement. On a fait ce qu'on a pu. On espère qu'on aura été à peu près audible. Euh, Prenez soin de vous. Thio, prends soin de toi. Hein, on se revoit bientôt pour s'échanger des BD. Ouais, mais on fera comme on a fait tout à l'heure. Tu les mettras derrière ta boîte aux lettres. Voilà, hein, et tu passeras en achetant du pain, en venant acheter du pain, récupérer les trucs qui C'est ça. traînent. Voilà. On pourra peut-être. Mais moi, il faudrait que je me remette à lire. Mais The Witcher 3, c'est terrible comme c'est chronophage. Moi, Sur c'est ce... Assassin's Creed Odyssey, donc Voilà. Ah, le jeu vidéo. Quelle horreur. Et bah sur ce, merci beaucoup à tous. On va pouvoir cesser ce live. Merci beaucoup à Azertov d'être passé nous parler en live. Ça nous a fait très plaisir. Faudrait peut-être qu'on essaye de refaire ce genre de truc, d'avoir un invité qui vient nous parler en live de temps en temps, vu que maintenant on fait du live à chaque fois. ouais, ça peut se tenter, hein. Ouais, ouais. Merci Azertov pour la technique, parce que heureusement qu'on a un petit peu de matériel, etc. Mais je pense que comparé à nos critères de qualité habituels, on sera un petit peu en deçà. Je mettrai cet épisode en ligne prochainement, dès que j'arriverai à trouver 2 secondes entre 2 moments de télétravail et de travail de mes enfants pour faire le montage. Sachez aussi que j'ai un canaille BD qui a été enregistré, qu'il faut que je mette en ligne. Juste au tout début du confinement, on l'a fait. Je vais peut-être en avoir d'autres, parce qu'en ce moment, ma fille lit plus vite que moi. C'est terrible, je suis à court de BD jeunesse à lui passer. Donc il va falloir que je trouve quelque chose qui pourrait être dans sa tranche d'âge, et c'est pas évident. Voilà, Thio, il va falloir que je te pique des trucs, je pense, à ce niveau-là. Dès que possible. Non, Euh, mais non, hein tu peux pas venir chez moi. Ouais, je sais, mais dès que possible, c'est ce que j'ai dit. Merci à tous, à très très bientôt, prenez soin de vous, et on espère que notre prochaine émission ne sera pas une émission enregistrée dans ces conditions. Et qu'on sera tous autour de la même table. Ouais, avec de l'alcool Après, ça te fait une bonne bouffe et tout. on se fera des bisous, ouais. Ouais, ouais, pas trop quand même, hein. Pas trop, mais quand même, on pourra échanger un peu de microbes. C'est encore trop grave. Au revoir. Ça va. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.